Bonjour à tous et bienvenue. La semaine prochaine marque le début de la phase principale de qualification à la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. Alors la saison a été éreintante et pour cette première fenêtre internationale, attention aux surprises. En effet, les groupes ne sont pas forcément au complet, il y a certains grands noms qui ne sont pas là pour des blessures réelles, d'autres plus diplomatiques. On a pas mal de conflits également entre les ministères des sports et certaines fédérations, ce qui fait que des stages de préparation ont été annulés, le sélectionneur finalement n'est pas venu, on n'a pas convoqué tous les joueurs. Bref, il y a pas mal de petites tensions ici et là, donc on va faire un groupe par groupe. Et alors dans ce groupe A, qui voit-on? On voit un repêché, l'île Maurice, qui est actuellement la plus petite nation dans cette phase principale de groupe. L'île Maurice qui avait été éliminée par Sao Tomé et Principe, finalement s'est qualifiée sur tapis vert, j'ai presque envie de dire, puisqu'il y avait un recours qui avait été posé, puisque Sao Tomé et Principe avait fait jouer visiblement un joueur qui avait le Covid, et la CAF a donné une victoire 3-0 lors du match à l'île Maurice, qui donc sera là à la phase principale. Alors les coéquipiers de l'Insero sont évidemment les petits poussés de cette compétition-là, ça va donner d'autres matchs au football mauricien, un football qui est à l'arrêt depuis des années maintenant au niveau local, qui est gangréné par plein de problèmes, des luttes internes. En attendant les prochaines élections à la tête de la fédération et peut-être qu'enfin l'affaire de voyeurisme sera également réglée au niveau judiciaire, on peut souhaiter bonne chance donc au club M. Alors dans ce groupe là, on va trouver le Nigeria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. On rappelle que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés puisque maintenant c'est une CAN à 24, ce n'est plus à 16. Donc pas vraiment d'excuses pour le Nigeria. La Sierra Leone et la Guinée-Bissau étaient déjà là lors de la dernière CAN. Qu'en est-il? On verra. Groupe B maintenant qui est très intéressant puisque le Burkina Faso du nouveau sélectionneur français Hubert Vellu qui avait qualifié le Soudan lors de la dernière CAN est le grand favori. Alors Bertrand Traoré, le capitaine, n'est pas là. On avait rappelé les liens presque indescriptibles entre Bertrand Traoré et l'ancien président de la fédération burkinabé, le colonel Sita Sangaré. On sait que justement il y a toutes ces luttes internes à la fédération, il y a même plusieurs affaires actuellement au niveau de la justice au Burkina. Donc Bertrand Traoré n'est pas venu, officiellement blessure à la cheville, officieusement plus blessure psychologique. Donc le Burkina, évidemment favori vu leur dernière CAN, ils sont terminés 4e. Dans un groupe où le Cap-Vert a peut-être un effectif vieillissant, mais est habitué à se qualifier pour la CAN. Et l'une des grandes inconnues, le Togo. Le Togo, il y a 10-15 ans, on se rappelle cette participation un peu héroïque à la Coupe du Monde 2006 avec des anciens, des joueurs qui n'étaient pas totalement pros, évidemment, la star à des bailleurs, mais on pourrait parler de Chérif Touré, on pourrait parler de plein d'autres personnes, du vénérable Abalo en défense centrale, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui jouait à Amiens, bref, Kossi Agassa et tant d'autres. Et le Togo, ça a fait comme ça, petit à petit. On en avait parlé il y a quelques années, le bilan de Claude Leroy, tous les liens politiques, etc. qu'il y avait, qui ont gangréné malheureusement ce football-là. On pourrait parler évidemment du président de la fédération qui se fait construire maison après maison. Il y aurait beaucoup à dire. Parce que le Togo qui faisait tant parler il y a 10-15 ans, aujourd'hui ça a quasiment disparu des radars. C'est un peu comme le Congo-Brazzaville dont on évoquera le destin plus tard. Dans cette poule également, attention à Eswatini qui est passé très facilement le tour préliminaire. C'est peut-être un des petits poussets, mais ils peuvent peut-être prendre quelques points. Groupe C désormais, il n'y a que 3 équipes puisque le Kenya comme le Zimbabwe a été suspendu par la FIFA pour ingérence politique. En effet, la justice kenyane cherche des noises au président de la fédération qui est accusé de détournement de fonds, autre joyeuseté. Au Zimbabwe, c'est notamment pour des cas d'harcèlement sexuel, de chantage sexuel. Mais bon, vous connaissez le dicton. Quand une justice civile souhaite s'en prendre à des criminels dans le foot, la FIFA arrive en brandant l'ingérence politique, surtout en Afrique, pour suspendre cela. Donc c'est évidemment terrible pour le Kenya qui souhaite reprendre complètement le football. Dans ce groupe-là, on a le Cameroun, immense favori. Et quid de la Namibie ou du Burundi? Alors le Burundi qui va garder son sélectionneur. Alors le Burundi, il y a beaucoup à dire. Ils avaient été qualifiés, pas lors de la dernière CAN, mais précédemment, ça avait été historique. Ensuite, il y a eu une période de vache maigre. Ça n'a peut-être pas beaucoup de moyens, mais attention, il y a beaucoup de talents au Burundi qui peuvent surprendre. La Namibie, c'est pareil, une nation un peu discrète qui se qualifie rarement, mais qui peut parfois faire quelques surprises. On se rappelle de l'époque, de la grande époque namibienne avec Colin Benjamin qui avait joué à Hambourg, mais ça, c'est pour les anciens. Groupe D désormais, l'Égypte évidemment grande favori. Ensuite Guinée, Malawi, Éthiopie. C'était 3 participants de la dernière CAN, donc il y en a 2 qui vont se retrouver sur le carreau. Le Malawi avait été une des bonnes surprises avec un jeu enjoué. Ils avaient perdu 2-1 seulement face au Maroc en 8e de finale. Donc attention Malawi, la Guinée du nouveau sélectionneur Kaba Diawara, enfin nouveau. Il était déjà là, il a été confirmé puisqu'il y avait des consignes pour mettre davantage un Guinéen, etc. Il y a beaucoup de problèmes pour le futur organisateur de la CAN 2025. Aucun stade homologué. Ça, on pourrait parler également de tous les stades homologués. Il y a plein de nations qui ne pourront pas jouer à domicile. Donc la Guinée a une crise dans son football depuis des années et des années. Qu'importe les résultats de club du Oroya et qu'importe certains projets de riches hommes d'affaires, notamment pour la formation, on pourrait peut-être en faire une émission spéciale un jour. À la fédération, c'est compliqué. Quid actuellement de la Guinée qui n'aura pas la tâche facile puisque même l'Éthiopie allait gagner à Addis Abeba
On se rappelle de l'Éthiopie, alors certes, ils n'avaient pas été très loin dans cette CAN, mais ils avaient montré du jeu parce que ça joue au foot. Peut-être des petits gabarits, peut-être qu'ils ont du mal à l'extérieur, mais à domicile, ils peuvent faire 6 points, voire 7. Donc quid de ce groupe qui va avoir beaucoup de suspense. Pareil pour le groupe E, Ghana évidemment grand favori, mais derrière quid Madagascar, Angola, Centrafrique. Madagascar, ça avait été la belle histoire de la CAN, non pas la dernière, mais celle d'auparavant. Retour sur le bord de Nicolas Dupuis, alors là, de par ses liens avec le président de la République. Qu'importe toutes les malversations qu'on a vues à la Fédération malgache, qu'importe tout ce qui s'est passé à Iser, on a l'impression que Nicolas Dupuis revient éternellement. Je n'ai pas de mots. Dans ce groupe-là, on a l'Angola avec un président de fédération qui... Excusez-moi. Avec un président de fédération qui, à l'époque, avait été condamné parce qu'il avait tenté de voler 10 millions de dollars. La FIFA, évidemment, est venue à son secours. Encore un grand criminel à la tête de nos fédérations. L'Angola, c'est quand même décevant. Et dans ce groupe-là, on a la République centrafricaine, la RCA, de Raoul Savoie, le coach suisse qui est revenu pour un 3e passage, qui a fait d'ailleurs une excellente émission avec 2 nuits avec, que je vous recommande, excellent documentaire, où on voit la ferveur évidemment du foot à Bangui. Alors, il n'y a pas beaucoup de moyens à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'expatriés. Geoffroy Kondogbia, Mafuta et les autres ne sont pas là. Alors, il y aurait beaucoup d'explications à donner à ce sujet-là. Il y a quelques expatriés qui jouent en Europe, dans le division inférieure allemande, espagnole et quelques-uns en CFA, CFA2, donc N2, N3 en France. Mais c'est surtout des joueurs locaux, c'est quasiment la moitié. Et le reste, ce sont des joueurs qui jouent dans d'autres championnats africains. On en a en Ouganda, on en a en Guinée équatoriale, on en a au Ghana. Donc, dans des clubs importants, tu prends Vipers en Ouganda, c'est connu. Hearts of Oak au Ghana, c'est connu. Peut-être que la personne qui suit le football européen ne connaît pas, mais ce sont des joueurs qui sont habitués à jouer des compétitions africaines. Et attention, ça fait 1 mois qu'ils se préparent, la République centrafricaine. Alors, il y a très peu de moyens, leur stade n'est pas homologué, c'est peut-être la sélection qui a le moins de moyens à tous les niveaux. Mais il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de jeunes qu'on a mis. Ils avaient gagné au Nigeria lors des dernières qualifs Coupe du Monde quand même. Alors, ils n'étaient pas passés, mais ils avaient ennuyé tout le monde. Il y a beaucoup de gabarits. Tu as des cadres, on va dire, locaux comme Toro Pité, qui est un milieu de terrain qui aurait peut-être pu jouer ailleurs, quand même très technique, etc. Un défenseur qui joue latéral droit, défenseur central, Ngam Ngam, qui est un peu le capitaine. Alors là, il y a un nouveau gardien qui va être testé, qui est un monstre physique. Je sais pas, je crois qu'il joue au Cameroun ou autre. Et tu as quelques binationaux qui par exemple étaient centrafricains et camerounais, centrafricains et congolais, parce que comme vous le savez, par exemple, la frontière entre la Centrafrique et la RDC, c'est le fleuve Ubangui, vous pouvez la traverser. Ça donne envie d'une carte postale et de vacances avec un petit cocktail là-bas. Bref, je m'égare un petit peu, la passion pour la RC dans la clé. Groupe F désormais, pour moi c'est le plus relevé. Parce que le Niger, attention, le Niger et ses naturalisations folkloriques, un jour il faudra en parler d'ailleurs. Est-ce que tous les gens sont vraiment du Niger? La Tanzanie et l'Ouganda, donc deux nations de l'Afrique de l'Est, avec notamment la fédération de l'Ouganda, mais qui sont qualifiées, qui arrivent à se qualifier à des CAN. L'Ouganda qui peut avoir un jeu assez enjoué, qui a des vrais bons clubs et tout. La Tanzanie dont le championnat qui regorge de plus en plus d'étrangers, avec les Young Warriors, avec Simba, c'est-à-dire des clubs qui font énormément de supporters. Enfin, c'est un football qui et en croissance, on va dire, au niveau du championnat, au niveau de l'attraction qu'il peut avoir. Reste à concrétiser sur la sélection, et tu as l'Algérie. L'Algérie qui est quand même, après la douche froide de la CAN, pareil pour ce qui s'est passé face au Cameroun dans les éliminatoires Coupe du Monde, donc une Algérie qui est en reconstruction complète. Alors évidemment, on ne va pas tout enlever. Néanmoins, elle a un besoin de résultats urgents, et c'est pas facile ce qui va arriver. Il n'y aura pas Riyad Mahrez, donc le capitaine. Je laisse le soin à ceux qui connaissent vraiment le dossier d'expliquer tout cela. Néanmoins, il va petit renouvellement qui est en train de s'opérer. Alors, le problème, c'est que la fédération aujourd'hui, il y a plein de démissions, il n'y a pas vraiment de personnes. Enfin, le football algérien est dans une crise structurelle terrible au niveau de la fédération, dont on avait parlé déjà lors des dernières élections, ce qui s'était passé, toutes les ingérences politiques. C'est assez triste de voir quand même qu'il y avait un... Bon, c'était pas parfait, notamment vis-à-vis du merchandising et Adidas, où c'est un véritable scandale. J'espère qu'un jour, le véritable responsable, les mecs de la Fédé sortiront le contrat. Comme ça, tous les gens en Algérie verront qui est l'imposteur à ce niveau-là, sur les reventes, les ci, les là, très important. C'est pas à moi de le faire, c'est à ceux qui ont les documents. Donc là, c'est super important ces matchs-là pour l'Algérie, qui, on le rappelle, un pays de foot incroyable. Et je le redis, incroyable. Qui là, il y a peut-être de nouvelles personnes qui vont arriver en sélection, comme Zedatka, le latéral droit de Clermont. Il y en a d'autres qui peuvent arriver. Il y a des jeunes aussi, parce que quand tu vois les A-Prime et tout, ça travaille. Notamment, on pourrait parler de ce qu'a fait Majid Bouguera en A-Prime et tout, c'était vachement bien. Tu as quand même aussi des jeunes, et pas uniquement du Paradou, qui sont en train de monter.
Donc quid, est-ce que certains vont prendre un peu de recul? On ne sait pas trop. Tu auras évidemment les cadres comme Youssef Belaïli qui a très bien terminé la saison à Brest, qui vont être là, qui veulent évidemment porter ce maillot. Bien entendu, c'est toujours une liste donnée à la dernière minute, c'est tout fait à l'arrache parce que je vous dis là actuellement la fédération, c'est une crise structurelle absolument terrible. Mais l'Algérie a absolument besoin de gagner. Donc l'absence de Mahrez, c'est sûr pour certains, elle est très dure à digérer parce que c'est dans ces moments-là que l'Algérie doit se reconstruire. Et il ne faut surtout pas perdre de points pour les Fennecs parce que c'est sans doute le groupe le plus compliqué des éliminatoires. Le groupe G désormais, Mali, Congo-Brazzaville, Gambie, Sud-Soudan. La Gambie héroïque, presque j'ai envie de dire, du moins héroïque. Lors de la dernière CAN, c'était qualifié pour la première fois les Scorpions, ça avait fait une sensation, ils étaient allés assez loin, quart de finale. Ils étaient déjà passés ric-rac pour passer à cette CAN, et là c'est pareil, c'est dans les dernières minutes qu'ils sont qualifiés face au Tchad. Donc l'équipe du coach belge Tom Saintfiet aura quand même lourde affaire parce que le Sud-Soudan, est-ce que ça va faire comme au basket? Au basket, le Sud-Soudan est devenu une puissance du continent. Dans le football, attention sur les années à venir. Alors, il n'y a pas beaucoup de moyens, même s'il y a des projets intéressants vis-à-vis du nouveau stade, etc. Là, finalement, ça a été débloqué, parce que comme je vous dis, il y a souvent des conflits entre les ministères, les fédérations et tout ça. Là, finalement, l'État a débloqué pour la préparation du Sud-Soudan. Attention, dans les années à venir, je ne dis pas que ça va être le Cameroun, l'Algérie ou autre. Mais attention, le Sud-Soudan, c'est une nation qui peut progresser, qui peut surprendre. Dans le même temps, on a le Mali, un Mali en reconstruction aussi, avec un nouveau sélectionneur, Eric Schell, certains joueurs qui ont fait l'impasse. Il y a souvent des joueurs qui font l'impasse pour le Mali, une fédération, je préfère encore me taire, et le Congo-Brazzaville, dont le stage de préparation qui devait se dérouler au Maroc a été annulé. Là, on est vraiment dans des relations parfois conflictuelles entre le ministère des Sports et la fédération. Le sélectionneur belge Paul Put, on pourrait aussi en reparler évidemment, qui normalement je crois ne sera pas là sur ces matchs-là, je crois qu'il est malade si j'avais lu à confirmer. Une liste avec quelques nouveaux, quelques absents. On se dit, est-ce qu'ils allaient convaincre d'autres binationaux? C'est pas forcément le cas, tu as quelques binationaux un peu sur la fin qui ne viennent plus. C'est un football en friche terrible. Groupe H désormais où la Côte d'Ivoire est donc qualifiée d'office. Zambie, Comores, Lesotho. Alors Lesotho c'est dans le petit pousset. La Zambie va essayer enfin de revenir après des années un peu plus compliquées. Et les Comores vont tenter de confirmer avec leur nouveau sélectionneur. J'ai perdu son nom. Je sais qu'il s'appelle Younes mais j'ai perdu son nom. Qui est franco-marocain. Qui était l'adjoint d'Amir Abdou. Ça fait des années qu'il travaille. Donc il a été récompensé. Plutôt un bon choix de continuité à ce niveau-là. On voit les mêmes personnes, ce groupe très expérimenté, on essaye de rajouter quelques jeunes. Alors malheureusement, à la fédération, tu as pas mal de gens qui essayent de parler à l'oreille du président et autres. Tu as plusieurs clans, entre ceux qui viennent plus de Marseille, etc. Tu as eu aussi une certaine politisation qu'on pourrait parler dans la dernière CAN de l'ancien sélectionneur Amir Abdou à ce sujet-là, qui était notamment soutenu par un ministre et tout, il y a des problèmes. Enfin, c'est un peu dommage toutes ces interférences parce que ça gâche une belle histoire. C'était quand même la belle histoire de la dernière CAN. Il y a tellement à dire. En tout cas, eux, ils doivent confirmer. Et on va être très honnête, ce n'est plus le petit Comore. Les petits Comores, c'est une formation, de par la qualité qu'elle a, qui doit se qualifier à la CAN, point. Groupe I désormais, où la République démocratique du Congo, sans Bakambu, sans Kakuta, sans Mbokani, et avec encore une crise totalement au niveau structurel, va affronter le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Le Soudan qui a été qualifié, c'est 3 équipes, Gabon, Mauritanie, Soudan était qualifié, c'était la RDC, qui n'était pas là lors de la dernière CAN, la RDC, favori ou pas avec Hector Cuper. Problème, c'est que tant qu'à la FECOFA, tu gardes ces personnes-là, tu ne pourras pas aller loin. On attend les prochaines élections, évidemment, en RDC. Au Gabon, sans Elimina, sans Bamiyan, qui ont pris leur retraite internationale. Quid Didier Ndong, qui n'a pas été rappelé également. Il y aurait sans doute beaucoup à dire, des nouvelles têtes à ce sujet-là. Le Gabon qui avait bien terminé, avec un président de fédération qui est en prison, sans problème de la FIFA, dans toute cette affaire de pédophilie dont on parle depuis très longtemps. Côté Mauritanie, c'est un nouveau challenge, puisque donc c'est Amir Abdou, l'ancien coach des Comores, qui récupère. On va voir ce qu'ont faire les Morabitoun. Groupe J désormais avec la Tunisie, sans Skiri comme on le disait qui n'est pas là, sa femme notamment va accoucher, avec le Botswana en petit, la Libye et la Guinée équatoriale. On a l'impression que ces équipes n'arrêtent pas de se rencontrer en phase de qualification. La Tunisie, grande favorite évidemment, toujours régulier, donc je n'en ai pas trop inquiet. Maintenant, quid de la Libye qui peut rejouer à domicile, des clubs qui sont là, qui mettent beaucoup d'argent, des stars quand même dans le football libyen, il y en a, des grands techniciens. Quid, est-ce que enfin ça va sourire? Corentin Martins qui était à l'époque en Mauritanie, maintenant est le nouveau coach des Chevaliers de la Méditerranée. J'ai envie de dire tout est réuni, mais ça fait des années que la Libye déçoit, prend des buts à la dernière minute, etc. Maintenant la question c'est est-ce qu'ils vont enfin le faire face à la Guinée équatoriale et sa diaspora hispanique? Bonne question. Groupe K, où le Zimbabwe donc est suspendu, ne fera pas partie de cela. Donc 2 équipes vont se qualifier sur les 3. Le Libéria, ça paraît un peu dur pour eux, ils font appel à plus en plus de la diaspora.
Là aussi, certaines naturalisations, on pourrait revenir. L'Afrique du Sud qui n'était pas là lors de la dernière CAN, est-ce qu'ils vont enfin, les Bafana se relever? Et le Maroc, grand favori, mais ce qui est intéressant au Maroc surtout, c'est quid de Vahid El Lodzik. Alors, Ziyech n'est toujours pas revenu, Mazraoui lui est revenu, Amin Harit également, on a même Adel Taarabt qui a été sélectionné. Le Maroc, c'est quand même un effectif où tu peux prendre quantité de joueurs, notamment à certains postes sur les côtés, que ce soit sur les latéraux, notamment à droite, ou également vis-à-vis des ailiers. Il y a plein de possibilités. Quid de Vahid, est-ce qu'il va changer quelque chose, notamment avec le retour de Mazraoui? On sait à quel point Hakimi est exceptionnel en sélection. Le Maroc, c'est quand même une grande régularité. Alors certes, ils n'ont pas gagné les dernières CAN, mais on est encore là présent au mondial. C'est évidemment dans le but de préparer les Lions de l'Atlas à cette Coupe du Monde au Qatar. Quid ensuite de l'avenir de Vahid? Il y a beaucoup de questions à se poser, mais on remarque quand même la palette de joueurs que Vahid peut appeler, la régularité. Tu prends même au niveau local, tu peux aussi appeler pas mal de bons joueurs. Donc il y a quand même beaucoup de choses positives à noter vis-à-vis du réservoir. Maintenant, quid vis-à-vis des égos et de la gestion en interne, ça c'est encore autre chose. Groupe L, enfin le dernier, le Sénégal, évidemment grand favori, avec derrière le Bénin, le Mozambique et le Rwanda. Le Rwanda qui essaie de se reconstruire, mais c'est davantage sur les instances. La fédération n'a pas tant de moyens que ça. Par contre, le gouvernement met le paquet sur le sponsoring sportif, mais moins sur sa fédération de foot. On a le Mozambique, c'est un peu comme l'Angola, c'est pays lusophones. C'est marrant quand même. Le Cap-Vert et la Guinée-Bissau se qualifient davantage que l'Angola et le Mozambique aujourd'hui, comme vous voyez parfois. Et enfin le Bénin, tellement à dire sur le Bénin. Michel Dussuyer donc n'est plus l'entraîneur. Il y a un conflit latent entre le ministère et la fédération. Enfin, c'est pas qu'il y a tellement un conflit. C'est que le ministère décide de tout, le ministre des Sports décide de tout, la fédération, vous avez un secrétaire général, un secrétaire exécutif qui d'ailleurs est sorti de prison, secrétaire exécutif pour les trafics d'âge et autres, on le remet dans le circuit, il n'y a pas de problème. Un président complètement paranoïaque, enfin c'est une fédération psychédélique le Bénin. Psychédélique, et je pèse mes mots. Ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le sélectionneur, etc. On voulait un grand nom, on a même parlé de Raymond Domenech qu'on avait contacté. Enfin, ça part dans tous les sens. Mais quid du football pour les écureuils? C'est une véritable question, parce qu'en théorie, c'est eux qui sont quand même les favoris pour se qualifier derrière le Sénégal. En tout cas, voilà, on a essayé de faire le point groupe par groupe. Je vous souhaite un bon visionnage pour la semaine prochaine, et bonne chance à tous. Et on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao!